Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode du Comptoir Parisien en version débat et version vidéo surtout. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les podcasts, ça va pas changer grand-chose, à part le fait que vous nous voyez en plus de nous entendre. Mais en tout cas, l'équipe ne change pas, puisque encore une fois, pour commencer le podcast, j'étais avec vous deux, et pour commencer les débats en vidéo, je suis également avec vous deux, c'est-à-dire avec Thomas Bourseau. Salut Thomas. Salut Arthur, salut Adrien, bonjour à tous. Et avec, du coup, tu as un peu spoilé, avec Adrien Ah, Grenier. Salut Adrien. Salut Arthur, salut Thomas, salut à tous. Ah mais là il le voit donc c'est pas vraiment un spoil. Oui, pas c'est comme vrai. ça. C'est vrai qu'on peut plus trop faire de suspense maintenant. C'est vrai que là, vous allez voir toutes nos embrouilles avec Thomas, ça va être un plaisir, vous allez adorer. Non, pas vrai. Moi je m'embrouille pas moi. C'est vrai que Toi, maintenant, il va falloir se tenir un peu, ça va être plus compliqué. En tout cas, pour ce premier épisode, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on va évidemment revenir sur la très large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Nou Camp contre le FC Barcelone, 4-1, avec un triplé de Kylian Mbappé, dont on a beaucoup parlé depuis mardi. Du coup, nous, on va un petit peu moins en parler, on en parlera un petit peu en fin d'émission, mais beaucoup de choses ont été dites sur sa prestation, donc on y reviendra un petit peu en seconde partie d'émission, mais on va surtout se concentrer, nous, sur les choix de Mauricio Pochettino, qui est donc arrivé début janvier, et évidemment, sur les premiers matchs, difficile de voir un peu sa patte, mais là, clairement, c'est probablement le premier match sur lequel ses choix très très forts ont été payants et vraiment visibles, comme pour Moïse Kean, pour Marco Verratti, Paredes qui est installé depuis quelques temps. On va commencer peut-être par Moïse Kean, celui qu'on attendait le moins finalement ces dernières semaines. Adrien, qu'est-ce que tu as pensé du coup de la prestation de Moïse Kean, et plus globalement aussi, si tu veux un peu parler des choix de Mauricio Pochettino, mais on va élargir un peu le débat par la suite. De toute façon, parler de Moïse Kean, c'est élargir le débat directement, c'est-à-dire que Moïse Kean, c'était un choix de Mauricio Pochettino sur le côté droit de l'attaque. Ça a été Sarabia et Moïse Kean étaient en balance, il a opté pour Moïse Kean, et de toute façon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un choix payant, parce que voilà, la prestation de Moïse Kean parle pour elle-même. Enfin, ce but de la tête pour le troisième but du PSG, son activité sur son côté droit, aussi bien sur le plan offensif que défensif, ça a été un match complet. Et si on pouvait douter du fait que le mettre à ce poste-là, qui est plutôt inhabituel pour lui, mine de rien, face au FC Barcelone, aurait pu être catégorisé comme étant un risque, bah, ça a été un risque payant. Et après, vu que tu dis qu'il faut élargir au coaching de Pochettino au global, tous les choix de Pochettino se sont avérés payants. Si on regarde bien, donc on a ce choix de Moïse Kean, on a ce choix de Marco Verratti, positionné en numéro 10, qui pourtant, jusque-là, n'était pas non plus reluisant, mais qui là a très très bien marché. Verratti a fait un match absolument fabuleux. Tu as aussi le choix de Paredes, comme tu l'as dit, même si Paredes s'est installé depuis son arrivée, mais Paredes n'a de cesse de montrer en puissance. Il l'a transcendé, il a joué dans un fauteuil mardi soir. Alors, on peut quand même s'étonner du fait que le FC Barcelone n'est pas vraiment pressé sur lui, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça aurait pu être une des clés du match pour le Barça, justement, empêcher Paredes de travailler. D'ailleurs, contre Nice, ça a été la clé. La première période a été excellente du PSG. Et Paredes était vraiment dans un fauteuil. Et Nice a décidé de mettre le pressing sur Paredes. Et la seconde période n'était pas du tout la même pour le PSG. C'est ça, exactement. Donc bon, là, le Barça l'a pas fait, tant mieux pour le PSG. Mais donc voilà, Paredes qui a été installé en tant que titulaire en puissance dans ce milieu de terrain, ça a été une très très bonne chose. Et puis après, si on peut encore une fois élargir, le coaching en plein match, la sortie d'Idrissa Gueye qui était extrêmement nerveux et qui s'orientait tout droit vers un carton rouge, ça s'est avéré payant. Voilà, sa gestion d'effectifs a été très très bonne. Donc vraiment, rien à redire. Pochettino a vraiment fait du très très bon travail sur ce match contre le FC Barcelone, aussi bien dans ses choix d'entrée de match que dans la lecture du match. Et puis même, à souligner, l'entrée d'Herrera était très bonne. L'entrée de Danilo, surprenamment bonne, disons, puisqu'il n'est pas forcément à son avantage depuis son arrivée au PSG. Là, il a été très très bon. Donc voilà, et puis même la tactique mise en place était très bonne. Donc franchement, c'est du tout bon. Et l'entrée de Draxler aussi. Et l'entrée de Draxler décisive, évidemment, parce que il est sur le quatrième but d'Mbappé. Donc bref, c'est vraiment du tout bon pour Pochettino ce mardi soir. Alors oui, parce que en plus, c'est vrai qu'en plus des choix en début de match, il y a aussi les choix en cours de match. Hein. Le fait de peser directement en sortant Idrissa Gueye dès la mi-temps, après son carton, c'était vraiment un choix payant, parce que ça évite de se retrouver à 10 rapidement, et à la mi-temps, il n'y avait qu'un partout finalement. Du coup, Thomas, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match de Pochettino, en quelque sorte? Je vais plutôt revenir sur Moïse Kean, comme Adrien l'a si bien fait au début. On en avait profité
pendant le JT de mardi, on avait fait un petit moment sur les choix, ce qu'il fallait faire, mettre Sarabia à droite ou Moïskine à sa place. Et j'avais dit à Adrien, parce qu'on avait fait l'émission ensemble, que je pensais que par rapport au fait que Moïskine soit beaucoup plus impactant, on va dire, sur le niveau athlétique que Sarabia, ça allait peser parce que Jordi Alba, de l'autre côté, va très vite. On connaît tous ses qualités. Et Moïskine, c'est un monstre, on va pas se mentir. Il n'est pas très, très agile avec le ballon, mais quand il s'agit de courir derrière et quand il s'agit de mettre le physique, il est là. Et ça allait bousculer Jordi Alba. C'est totalement ce qui s'est passé. Moïskine a été très remuant sur le côté droit et ça a été la clé. Avec de l'autre côté aussi, avec Mbappé, on en avait discuté aussi que Sergio Dest, qui revenait de blessure, enfin, il alternait entre présence et absence. Et du coup, il a été totalement bouffé. Donc, en même temps, c'était Mbappé en face, c'était Mbappé des grands soirs. Donc, c'était double manque de chance pour Dest. Et c'est là que ça s'est joué. Et après, derrière, on savait aussi que Piqué revenait de blessure et que de l'autre côté, l'anglais, c'était pas l'assurance prise. Donc, au final, Pochettino a très bien joué, du coup, parce qu'il a mis des joueurs qui allaient poser problème au Barça, mais qu'elle allait aussi plaider la cause du PSG, parce que forcément Sarabia, on sait pas, c'est tout blanc, tout noir ce joueur, on peut pas savoir. Tu peux le mettre sur le terrain, il peut te faire un super match ou un match claqué au sol. Donc Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de super match. Ouais, ça fait longtemps. Donc du coup c'est compliqué. Donc autant faire confiance à quelqu'un qui vient de marquer deux buts dans les 2 derniers matchs, c'est-à-dire Moïskine. Et donc, du coup, il a rendu la confiance. Et de l'autre côté, Mbappé a été virevoltant. Icardi a joué son rôle, a même fait des superbes déviations. On a retrouvé le Icardi qu'on aimait et qu'on avait vu à l'Inter tout court. On peut dire l'Inter Milan, je vais me faire taper sur les doigts sinon. Oui, je confirme. Donc, du coup, voilà, c'était une belle partie. Puis Verratti, le fait qu'il apporte ce surnombre avec le ballon en possession, parce qu'il était numéro 10, c'est-à-dire très proche des attaquants, et vu que le Barça, c'est un naufrage défensif, c'était parfait. Donc, Pochettino a appuyé sur tous les points sur lesquels ça allait faire très mal. Et le Barça était une équipe coupée en deux. On l'a vu Piqué qui a engueulé Griezmann quand il y avait 1-1 parce qu'il était trop loin. Alors que Griezmann, s'il y a un joueur qui peut pas engueuler, c'est Griezmann parce qu'il fait 50 000 allers-retours dans un match. Voilà, c'était pour dire que le Barça était totalement pris et que Pochettino a super bien joué sa carte et il a gagné la bataille tactique, il n'y a rien à dire. Il a surtout gagné la bataille des latéraux parce que si tu regardes bien, les latéraux de Barcelone n'ont pas existé. C'est-à-dire que Sergio Dest a mangé le bouillon par Mbappé. Bon, ça, c'était pas forcément quelque chose de très difficile à prévoir. Mais en y revenant sur Moïskine, effectivement, Alba a mangé le bouillon aussi. Et justement, il a très bien compris. Justement, il a très très bien identifié la faiblesse des latéraux du FC Barcelone sur le plan défensif. Parce que Dest, je lis et entends beaucoup de critiques sur Sergio Dest depuis 2 jours, mais Sergio Dest est un excellent joueur au demeurant, enfin, excellent joueur, un bon joueur au demeurant et qui peut être appelé à faire de grandes choses. Mais sur le plan défensif, évidemment, c'est pas ça. Et justement, Pochettino a su appuyer là où ça fait très mal. Et puis, il a su aussi profiter d'une défense de FC Barcelone qui était absolument. Qui était aux fraises, tout simplement, j'ai envie de dire, parce que Clément Langlais, depuis 1 an, Clément Langlais est au fond du seau au FC Barcelone et Gérard Piqué n'avait plus joué depuis le 21 novembre, blessé contre l'Atlético de Madrid. Donc là, il revenait 1 mois plus tôt que prévu, alors qu'il était parfois annoncé que sa saison pourrait déjà être finie au moment où il s'est blessé. Donc voilà, il a très très bien identifié les faiblesses. Et justement, ce Barça PSG, c'était finalement un match entre 2 équipes qui ont des qualités et qui avaient évidemment de grosses faiblesses. Le PSG avait de grosses faiblesses, n'avait pas Neymar, malgré tout Kurzawa qui a fait un match correct d'ailleurs, mais malgré le penalty. Malgré le penalty, il fait un bon match. Et le PSG était friable aussi défensivement. Dernièrement, on l'a vu, ils avaient beaucoup de mal défensifs dans ce secteur-là. Voilà, c'est que tu étais vraiment avec 2 équipes qui avaient des défauts et des qualités. Et le principal enjeu de ce match-là, c'était de savoir lequel allait réussir à faire pencher la balance en faveur de ses qualités que de ses défauts. Ça a été le PSG parce que le PSG a très bien joué au milieu de terrain. Le PSG a été plutôt correct derrière et en attaque, ça fait notamment déjouer la défense du FC Barcelone. Et c'est en ça que le PSG a réalisé un match entier. C'est qu'il a su justement faire pencher la balance en faveur de ses forces quand le Barça n'a pas réussi à y arriver et qu'ils ont fini dans leur faiblesse. C'était un petit peu un match où il y avait une pièce jetée en l'air et ça faisait un petit peu 1 sur 2. C'est un peu ce qu'on peut dire, mine de rien. Et finalement, c'est en faveur du PSG qui a provoqué le destin pour que la pièce tombe du bon côté. Et oui, en plus, en mettant Kean et Mbappé sur les ailes, c'est 2 attaquants qui rentrent aussi beaucoup dans l'axe, qui sont percutants. Et donc, en plus, avec des latéraux à Barcelone qui montent beaucoup, et des attaquants qui en revanche, piquent dans l'axe, les axiaux du Barça étaient aussi complètement submergés, quoi. Pas beaucoup aidé par Busquets, en plus. C'est ça, et une charnière centrale qui, de toute manière, est aux fraises, comme on disait. Donc, au final, c'était le match. De toute façon, avant, ça a été dit dans les avant-matchs qui ont pu être faits sur les différents médias. C'était le match parfait pour Kylian Mbappé.
C'est-à-dire une telle exploitation des espaces, c'était la Sur un grand terrain en configuration. plus, parce que le Nou Camp est un peu plus large que les autres Plus stades en large. plus. Ça, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est réel? Non, c'est vrai. Bah, Ouais. il y a pas 50 mètres, hein, mais Ouais. il est plus grand de quelques mètres. Après, ils peuvent jouer un petit peu avec les longues. Il y a des longueurs réglementaires, mais ça différencie un petit peu. Bon, en tout cas, c'était pas de son. Dans tous les cas, c'était vraiment le match parfait pour lui. Et ça s'est illustré comme ça a été le match parfait pour Keane. Et c'est en ça que Pochettino a été très bon d'ailleurs dans sa préparation du match. C'est qu'il aurait très bien pu se dire, je vais mettre Pablo Sarabia qui de par son passé au CVFC, connaît un petit peu, mine de rien, le Barça. Donc, il aurait pu appréhender la chose. Et puis même avoir ce côté peut-être un peu plus défensif, mais moins explosif. Pochettino a pris le risque a été assumé, le risque a été réussi. C'est du 100%. Oui, parce que même défensivement, Moïse Kean finalement a fait un bon match dans ses replis. Excellent. Il a été. Très bonne surprise d'ailleurs. Ouais, non, ouais, mais contre Nice, déjà, on l'avait un peu entrevu. On a l'impression qu'il avait un peu préparé son coup, Pochettino, en mettant Moïse Kean ailier droit, déjà contre Nice. Mais déjà à l'époque, quand on avait fait le podcast avec Guillaume Maillard-Pacini pour nous présenter un petit peu les recrues de Leonardo, il nous avait parlé de Moïse Kean, qui est un joueur qui était capable de jouer sur les côtés. Alors, il le voyait plus comme un avant-centre, et effectivement, les qualités de Moïse Kean ont prouvé en début de saison qu'il ressemblait plus à un avant-centre qu'à un pur joueur de couloir. Mais il est quand même capable de le faire, hein. On l'a vu, parce qu'en plus d'être très fort dans la surface, il est quand même percutant. Thomas, tu dis qu'il n'était pas très à l'aise balle au pied. Moi, je trouve quand même techniquement. Non, je dis qu'il il est n'était pas pas mal. pas très agile. C'est pas sa qualité première, mais. Non, C'est pas non, Neymar. je dis qu'il est Non, pas mais très agile. évidemment. Balle au Dans pied, ces cas-là, personne n'est agile balle au pied. Non, mais balle au pied, il s'en sort très bien. Je disais qu'il n'est pas très agile parce que dans quelques prises de balle, dans quelques déplacements, bah, c'est pas la finesse à l'état pur, mais Oui, chacun a ses c'est qualités. moins fluide. Chacun a ses qualités. S'il n'était pas très bon balle au pied, s'il n'était pas bon balle au pied, il serait pas joueur de football au Paris Saint-Germain, enfin, je pense. Donc, voilà, c'est. Les joueurs au PSG qui pourtant sont là. Et... Non, mais devant en général, il faut un minimum de technique. Enfin, je ne parle pas des ça y est, parce que bon, c'est autre chose. Mais devant, il faut un minimum de technique, sinon tu joues pas. J'aimerais souligner un point, tant qu'on y est, sur ce match PSG-Barça. Simplement souligner l'excellent match de Mauro Icardi qui n'a pas marqué, peut-être, mais qui a eu un rôle absolument crucial dans ce match, de par ses appels, de par ses occupations de l'espace, du fait que finalement, en faisant des appels et en occupant des espaces, il a laissé justement un autre espace à Kylian Mbappé et à Moise Kean. Et ça a été un match énorme d'Icardi. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas vraiment, dans le sens où il n'y a pas de matérialisation par le biais d'une statistique de but, mais son apport a été considérable dans les remises, dans les déplacements, dans les occupations d'espace, dans le positionnement. Tout était excellent et c'est vraiment quelque chose qui a tout souligné, cette même renaissance de Moise Kean depuis Pochettino, mais surtout depuis qu'il a perdu un peu dans bon point. Et il s'est repris en main, c'est très très bien. Et vraiment, il a fait un match énorme de lieutenant de l'ombre. Kylian Mbappé a pris toute la lumière, mais Icardi a été un lieutenant de l'ombre extraordinaire face au Barça. Et c'est vraiment à souligner. Bah, de toute façon, pour que Mbappé puisse exister comme ça, il faut qu'il y ait un avant-centre hyper solide qui lui libère des espaces. Sinon, effectivement, bon, ça, évidemment, Mbappé est capable de faire des grands matchs, des différences tout seul, mais il lui faut vraiment un point de fixation aussi fort qu'Icardi. Et même dans les duels, je trouve, dans le jeu de haut but et dans la conservation de balles, il a vraiment été excellent, notamment sur des. Il y a eu 2-3 fois où, notamment plutôt en fin de match, quand le Barça pressait et essayait d'égaliser ou de revenir au score, il y avait quelques longs ballons, des dégagements, etc., ce qui est normal sous pression. Et souvent, il a réussi à conserver le ballon et aller au duel avec. Piqué et l'Anglais ont des défauts, mais dans les duels, ils sont quand même logiques. Généralement, ils sont quand même présents, quoi. Ils ont d'autres défauts, mais ça, c'est partie de leur qualité. Ouais. Et puis, on l'a vu même être assez impliqué dans le pressing, on l'a vu être discipliné. Enfin, ça a été vraiment un match plein. De toute façon, j'ai du mal à trouver un flop au PSG sur ce match-là. Tu pourrais faire flopper à la limite Idrissa Gueye pour sa mi-temps assez rugueuse et encore mi-temps Mais il est rugueuse. plutôt bon jusqu'à son carton, en fait. À partir du moment où non plus. Ouais, voilà, à partir du moment où il prend le carton jaune, là, il commence à un petit peu être plus en difficulté, mais Vite le jaune, il le prend à la 13e, si je dis pas de conneries. il le prend si tôt? Il le prend très tôt. Ah, peut-être, Je autant pour moi. Alors, me mais rappelle peut-être m'être pas. arraché les cheveux au moment de la faute en me Ouais, disant bon, purée, c'est beaucoup trop tôt. Donc, alors oui, c'est après parce qu'il commence à. Mais j'ai trouvé que son entame de match, en tout cas, avait été plutôt intéressante. Notamment,
il met une frappe lointaine qui est plutôt intéressante, mais qui prouve au moins qu'il était libéré et que voilà, il était dans son match et qu'il prend l'initiative. Mais de toute façon, dans une victoire où il y a 4-1, et rarement tu peux désigner un flop parce que quand une équipe survole les débats comme ça, c'est compliqué. Mais s'il fallait choisir un joueur qui était un peu en dessous par rapport à la performance des autres, pour moi, ce serait Alessandro Florenzi, malheureusement. Même s'il a fait ce qu'il a pu dans certains moments du match, il y avait trop d'incertitudes dans ses tentatives de récupération de balles de temps en temps. Parfois été pris. Il y avait une action qui était lunaire sur un contre du Barça avec Griezmann qui part. Alors que Dembélé. Non, Dembélé de l'autre côté. Dembélé de l'autre côté. Pour avoir revu l'action, effectivement. Il essaie de couper la ligne de passe. Non, mais très bien, mais il y avait d'autres joueurs avec à côté de lui qui étaient derrière lui. Il y avait d'autres Parisiens. Et je pense qu'il a joué mal. Moi, il prend trop de temps à réagir. Soit il dit, comme tu dis, il doit couper la ligne de passe. Dans ce cas-là, il la monte, il coupe la ligne de passe et à un moment il s'arrête. Ou soit il doit aller directement à le défenseur, mais il ne veut pas rester en entre-deux, continuer à descendre, parce qu'après, ça ouvre la porte à l'attaquant d'avoir une bonne possibilité jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé, Griezmann n'a même pu frapper. Si Griezmann avait été plus précis, ça aurait même pu faire but. Et là, on n'aurait pas dit, il a essayé de couper la ligne de passe. Et là, on leur aurait tombé dessus. Je suis d'accord, mais moi, je peux comprendre l'idée qu'il y a derrière l'idée de couper la ligne de passe. Mais quand tu as deux centraux derrière, c'est travail. Non, et après, il faut souligner son travail sur le deuxième but d'Mbappé, Paredes. Oui, bien sûr. Mais c'est un défenseur, donc je juge en premier. C'est fait défenseur. Ouais, mais tu sais très bien que les latéraux de nos jours, c'est plus des défenseurs. Maintenant, le latéral a évolué. Ça dépend. Ça dépend. Tu as des défenseurs qui sont très bons offensivement et défensivement. Oui, mais je veux dire, maintenant, si tu regardes bien, finalement, la tendance, c'est d'avoir des latéraux qui sont très portés vers l'offensive et moins vers la défensive. Oui, mais ça, c'est sûr. Mais rien ne t'empêche de bien faire l'autre. Oui, bien sûr. Adrien, tu parlais de l'ouverture. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'ouverture de Paredes sur Florenzi pour le 2-1. De toute façon, le match. Je trouve que c'est un peu passé sous silence. Oui, de règle générale, mais cette passe, elle est vraiment incroyable. Vraiment, c'est... Comme son coup franc. Oui, le coup franc aussi. C'est vrai que. Ouais. Parce que malheureusement, la passe qu'il fait pour Florenzi, c'est pas une stat, parce que c'est pas une passe décisive, puisqu'après c'est Florenzi qui centre, c'est contré, ça va sur Mbappé. Mais enfin, c'est un geste ultra décisif, cette ouverture. Après, Florenzi, il a tout le champ devant lui pour adresser un centre, et vu ses qualités de centre, c'est un centre pas très difficile par rapport à son niveau, je veux dire. C'est ce que nos amis des chiffres, pardon, c'est ce que nos amis des chiffres et des lettres là, qui font 20 000 stats pour je ne sais quel truc, appellent une key pass. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. Passe clé. Bon, ça veut absolument rien dire, mais bon. Cette traduction a été vraiment. Heureusement que tu as traduit parce qu'on n'était pas sûr d'avoir compris. on avait perdu la moitié. Voilà, je suis meilleur en espagnol, mais bon, non, mais. Non, mais cette passe-là est absolument fabuleuse. Et même le coup franc, du coup, il est pour lui. Donc, au final, au moins. Oui. Et en plus, juste avant, il s'embrouille avec Messi. Donc, ça l'a pas perturbé pour. C'est la télé argentine, on s'en est ouais. Ils sont très amis dans la vie, tous les deux. Donc, c'est pour ça. Et à la fin, il a changé son match avec Icardi, apparemment, parce qu'il ne pourrait pas le supporter. Ce qui est quand même marrant, parce qu'il ne pourrait pas le supporter à cause de ce qui était arrivé à l'autre, là. Comment il s'appelait déjà ? Maxi Lopez, là, parce que c'était l'ex de Wanda Icardi. Et bref, apparemment, il y avait des tensions entre les deux. Il y a eu une réconciliation avant l'arrivée de Messi au PSG. on verra. Mais elle est très bien ta transition, mais peut-être un peu tôt. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle rapidement tu me l'as refait dans 5 minutes. Non, mais surtout celle-là, faut l'enregistrer parce que si jamais il vient pas au PSG, il faudra la ressortir, la mettre sur les réseaux sociaux. C'est bien parce que vous voyez pourquoi maintenant vous êtes en vidéo, parce que comme ça, vous pouvez tous voir l'acharnement que Thomas Bourseau a en ma personne. Vous voyez, je vivais ça depuis des mois, je vivais ça sans écran. Vous ne me voyez pas décomposer derrière, mais maintenant vous voyez très bien ce que je subis. Du coup, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur le match de Paredes rapidement, parce que, et même globalement de son renouveau, parce que depuis l'arrivée de Pochettino, c'est clairement c'est son homme de base en fait, Paredes, et il est métamorphosé. Et clairement, c'est plus le même joueur. Thomas, comment tu vois cette évolution, même c'est quasiment un nouveau joueur presque. C'est la confiance dans l'entraîneur. Il arrive en janvier 2019, Paredes. Tout le monde attendait que ça soit le joueur qui allait permettre au PSG de mettre les deux, c'est-à-dire la technique et aussi la puissance dans cette intervention et tout ça. Mais on ne l'avait jamais rendu parce qu'en fait, il était titulaire, pas titulaire, la confiance d'entraîneur, pas la confiance d'entraîneur. Avec Tourelle, c'était clairement pas ça à un moment.
là, Pochettino arrive alors que à ce moment-là, Paredes aurait pu partir. L'été dernier, il aurait pu aussi être inclus dans la transaction pour Mauro Icardi avec l'Inter, qui le voulait, avec Antonio Conte. Finalement, il est resté. Lui, il voulait rester. Pochettino arrive. Il veut faire de lui son homme fort au milieu de terrain avec Marco Verratti et tout. Mais ça, on ne va pas parler de Marco Verratti. On sait à quel point il est important. Mais voilà, Paredes, c'était son lieutenant, on va dire, son homme important au milieu de terrain. Et forcément, quand tu as un entraîneur qui te fait totalement confiance et en plus avec qui tu as, on va dire, t'as la culture parce que bon, ils sont tous les deux argentins, ils comprennent, ça compte aussi, on va pas se dire oui, parce non, il y a vraiment une culture qui va ensemble et forcément quand tout est bon, comme toutes les planètes sont alignées, comme on dit, bah, ça fait la différence. Et Leandro Paredes, depuis que Pochettino est là, c'est un joueur totalement transformé. Enfin, on avait vu des briefs de son talent de temps en temps, comme on a dit, la passe pendant qu'il a faite là pour le Barça, il en a fait quelques-unes avant, mais tu vois, c'était trop irrégulier. Et là, depuis que Pochettino est là, bah, on a l'impression qu'il a trouvé son rythme de croisière, comme on dit. Et là, franchement, un Paredes comme ça, si Verratti parvient à rester comme ça sans se blesser, avec Gay, il réussit à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire récupérer des ballons de temps en temps sans faire trop de conneries, et ben, normalement. Mais de toute façon, a priori, il est parti pour faire un double pivot Paredes-Verratti, voilà. Donc Gay. Mais d'ailleurs, quand on y pense, Tourelle, Paredes, il faut quand même se dire que dans la hiérarchie de Tourelle, c'était quasiment le 5e ou 6e choix. Parce que devant, il y avait Verratti, Gay, même Marquinhos, il le mettait devant au milieu de terrain. Il y avait Draxler en 8 aussi avec Tourelle. Ouais, finalement, Herrera aussi, ouais. Donc, c'était limite. Forcément dans la tête du joueur. C'est pas forcément con, non, c'est pas con quand tu connais la manière dont voulait jouer Tourelle. C'est une manière différente. Ça tournait souvent. C'est incroyable qu'il ait jamais fait jouer Paredes et Verratti ensemble. Ouais, mais après. Alors qu'aujourd'hui, on voit comment ça fonctionne. Oui, enfin, tu sais comment ça. Ouais, non. Moi, je suis pas d'accord. Je vais pas dire que j'ai des réserves, mais j'attendrai encore une fois de voir ce PSG sous pression avec ce double pivot-là. Le souci qui se présente, le souci qui se présente, c'est que quand tu as la possession, que tu es en bloc haut, ce duo Paredes-Verratti au milieu de terrain, dans un monde où il y a Neymar sur le terrain, parce que ce n'était pas le cas mardi, donc Verratti était un cran plus haut et le problème était réglé. Mais dans un monde où tu es sous pression avec ce double pivot Verratti-Paredes, je demande à voir. Dans un monde où Paredes est mis sous pression et ne peut pas faire sa relance comme il le fait d'habitude, je demande à voir. Je ne veux pas remettre en question, évidemment, le talent de Paredes qui est indéniable, ses qualités qui sont indéniables, mais est-ce que ce double pivot peut avoir du sens dans n'importe quel match? Je ne suis pas forcément d'accord. Et quand le pari de Tuchel était de se dire que j'accepte d'être sous pression, j'accepte de miser sur la vitesse de mes attaquants, j'accepte de repartir de derrière en attaque rapide, en contre, et pas de potentiellement avoir de longues phases de possession, le choix de mettre Gay s'entend davantage, puisque Gay fait cet effort défensif et offensif que Paredes, sous pression, n'est peut-être pas en mesure de faire, ou peut-être pas aussi bien. Donc je ne veux pas défendre Tuchel, je veux simplement dire que ce sont vraiment deux approches différentes, et l'approche de Tuchel trouve ses limites dans un système où là tu veux être avec la possession, parce que finalement tu n'as pas le joueur pour qui est davantage Paredes, mais je pense que tu mets un double pivot Verratti-Paredes, donc version Pochettino, face à une équipe comme le Bayern de août dernier, je pense que tu exploses. Donc, je pense que c'est pas sûr, parce que d'un autre côté, tu peux aussi te dire que vu la qualité de passe des deux joueurs, tu peux conserver le ballon plus facilement et tu as quand même moins de chances de le perdre que si tu as Gay Danilo à la relance, par exemple. Bien sûr, mais le problème, c'est que fondamentalement, si tu peux avoir une très bonne relance par le biais de Verratti, et ça, on sera tous d'accord pour le dire, mais le problème, c'est qu'il faut aussi avoir un mec qui... Verratti, c'est un mec qui est excellent sous pression. Paredes, les moins. Mais donc, il lui faut un soutien, Verratti, un appui technique aussi, comme il avait avec Thiago Motta à l'époque. Oui, mais sauf que cet appui technique-là, dans ces cas-là, ça peut être Neymar, dans ces cas-là, ça peut être aussi... Non, mais un appui plus bas, une pointe basse à la relance. Si Neymar vient si bas récupérer les ballons, tu perds son influx offensif. Moi, je te dis d'un vrai soutien à la relance pour Verratti. Et un vrai appui technique. Mais faire avec Paredes, sauf que c'est bien d'avoir un appui technique. Si ton appui technique à la bonne pression, il commence un peu à bugger ou à essayer de jouer en retrait. Ce que je veux dire, c'est que non, mais là où je veux en venir, je veux pas décrédibiliser du tout la paire Paredes-Verratti, mais je veux juste replacer les choses dans leur contexte. C'est que ce match-là face au Barça a été un match où Paredes a été en fauteuil. Et j'attends encore de voir, sans remettre en question aucunement le niveau de Paredes. Je veux simplement dire que ça dépend du contexte du match. Je ne pense pas que tu puisses te dire
Paredes, Verratti, c'est titulaire, ça bouge pas. Je pense que ça dépend du contexte des matchs, ça dépend de l'approche que tu veux dans un match. Alors, effectivement, après, tu peux passer dans un truc à 3 si tu veux, tu peux passer dans un. Non, mais tu n'es même pas obligé de faire ça. Hein. Tu peux aussi, tout simplement, malheureusement, même s'il fait un super match, quand Neymar va revenir, tu peux aussi tout simplement mettre Neymar d'un côté, Mbappé de l'autre et laisser Verratti en 10 et Gay Paredes dans l'axe. Exactement. En 6. Exactement. Même Moskine, c'est pas un titulaire indéboulonnable, même s'il fait un match exceptionnel. Voilà, mais il ne peut pas jouer tous les matchs comme ça en tant que milieu droit. Donc forcément, au bout d'un moment, il pourra changer. Totalement d'accord avec Thomas, c'est assez rare pour être souligné d'ailleurs, pour une fois. Ah ouais. Et non, je suis totalement d'accord avec Thomas, justement. Et c'est pour ça, moi, je m'enflammerai pas trop maintenant sur l'association de ce duo. Parce que je vois beaucoup de tacles à l'adresse de Tourelle, ouais, Paredes, machin. Mais encore une fois, c'est une question de ce que tu veux mettre en place. Et peut-être Tourelle avait une autre idée. Alors maintenant, on peut dire ce qu'on veut. L'idée de Tourelle, elle a comme mené le PSG en finale de Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être pas que c'est un tocard, malgré ses défauts. On peut remettre en question ses choix sans dire que c'est un tocard absolu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question d'approche. Et l'approche dans un match X n'est pas la même dans un match Y. Donc, le Paredes-Verratti marche dans le match X, peut-être pas forcément le match Y. Moi, je suis d'accord avec toi sur le Paredes. S'il est accompagné de Gay et Herrera, par exemple, ou Gay et Danilo, peu importe, effectivement, je pense que sous pression, il sera vraiment en difficulté parce qu'il n'aura pas cette aide technique avec lui. Mais je pense que vraiment, justement, les deux, Verratti et Paredes, se complètent vraiment bien techniquement. Et je pense que sous pression, justement, ils peuvent vraiment s'aider. Et je pense que vraiment, la relation Paredes-Verratti, elle peut ressembler un petit peu à l'association Paredes-Mota. Après, le profil d'un Herrera Gay à leur côté dans ces dispositions-là me paraît beaucoup plus intéressant. Et oui, après, non, mais tu peux mettre un troisième à côté. De toute façon, le Verratti 10 mars. De toute façon, le Verratti 10 mars. Il ne faut pas penser que le Barça va arriver et ils vont jouer les mains dans les poches au Parc des Princes. Le 10 mars, ils vont leur mettre la pression. Enfin, tu seras bien, même si tu as des joueurs en moins. Enfin, là, tu as perdu 4-1 à l'aller. Même si tu as une défense en bois, au milieu de terrain, les mecs ils vont se bouger. Hein, parce que sinon, il faut qu'ils, comme dirait, je sais pas de n'importe qui, tu déchires leur licence. Et les mecs qui se bougent pas dans une huitième de finale retour de Ligue des Champions, tu as perdu 4-1 et tu fait botter face au PSG chez toi. Si tu déchires la licence, ça fait chier le Messi quand même. Non, mais je parle des milieux de terrain. Les milieux de terrain, par exemple, les trois, le trio magique, là, Pedri, De Jong, Busquets, là, j'en ai entendu des trucs. Pedri, c'est incroyable, machin. C'est un très bon joueur, c'est sûr. Non, mais c'est un très bon joueur, machin. Mais là, je veux dire, sur le match, il s'est fait bouffer par la pression. Donc là, au match retour, il aura le temps de revenir. Et là, il faudra que les mecs, ils leur rentrent dedans. Parce que tu as perdu 4-1, un truc. Mais non, mais quand je te dis, je pas dit qu'il a fait un mauvais match. Je dis qu'il y avait quelques moments, le ballon, tu l'as vu, il brouillait les pieds. Tu vois, il a un petit peu, mais c'est normal, il est jeune. Et après, il a fait une très bonne passe à Messi, avant que Messi a loupé son contrôle en première période. Mais bon, voilà, il est quelques moments. Mais mais alors moi, je te trouve très très dur quand tu dis que Pedri a raté son match. Parce que j'ai pas dit qu'il a raté son match, j'ai dit qu'il avait le ballon, qu'il lui brouille les pieds. À temps en temps, on commence pas à extrapoler ce que j'ai dit. On s'est à Marseille, j'ai pas dit que Pedri a loupé son match. Je dis que là, au match retour, forcément, il aura. Les mecs, voilà, il a vu que c'était le haut niveau dans ces matchs-là. Il va arriver avec une autre préparation, avec une autre envie. Et les mecs, ils vont arriver pour leur rentrer dedans au PSG. Sinon, ce que je veux dire, de jouer au football. Ouais, mais pour moi, tu vois, Frenkie de Jong et Pedri, ils n'ont pas fait un match dégueulasse. Au contraire de Busquets. Non, j'ai pas dit ça. Mais moi, je ne mettrais pas Pedri et Frenkie de Jong dans les flops côté Barça. Hein. Mais j'ai pas parlé de flop, je dis que le milieu à 3. Oui, non, mais. Je dis que le milieu à 3, il va devoir montrer autre chose en termes d'intensité dans la défense, dans le match retour. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'ils étaient des flops du Barça. Il y a 50 000 flops avant Pedri et De Jong, bien sûr. Ok, d'accord, parce que non, mais t'en as parlé de manière peu améliorative. Donc ouais, non, mais c'était parce que je parlais du milieu de terrain qui devront mettre la pression sur l'autre milieu de terrain, en fait, c'est tout. C'était pas par rapport à Pedri. Bon, d'ailleurs, en parlant du 10 mars, est-ce que vous craignez une remontada? Non. Thomas. Le problème, c'est que maintenant, c'est difficile. Non, mais c'est pas une remontada, mais après, le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs qui se passent. En fait, c'est un karma dans le football. Il y a tellement de trucs qui passent sur les réseaux. C'est pas une remontada, mais ils vont se faire peur, le PSG. Ils vont se faire peur parce qu'ils vont prendre un but rapidement. Pour moi, on prend un but rapidement. Et après, il y a les fantômes de 2017 qui vont ressurgir. Après, il ne reste pas beaucoup de joueurs, quand même. Mine de rien, dans le 11 de départ, il ne reste pas beaucoup de joueurs en 2017. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, dans le football, enfin, je veux dire, c'est le Barça, même si ce n'est pas le Barça d'antan, le Barça de l'époque, ça reste quand même le Barça. Je pense qu'ils vont quand même marquer assez rapidement. À moins que le PSG ferme boutique, mais je ne vois pas le PSG faire une boutique, surtout pas le PSG de Pochettino. Donc, ils vont quand même jouer le PSG. Je pense que le Barça aura des occasions, parce qu'on le sait, ils en ont eu en prépa. Le Barça PSG aussi, sûrement. Voilà ça. Si Dembélé levait la tête avant de frapper, il aurait pu avoir un but sur la place de Messi. Il y a plein de trucs comme ça. Le football, ça se saurait. Hein.
Bah non, mais voilà. Donc je veux dire, voilà, c'est que ça peut aller dans les deux sens. Une remontada, je pense pas, parce que là, j'ai l'impression que le PSG a trouvé je sais pas, une sorte de momentum, on va dire, une sorte de. Bah, ils ont une unité. Sinon, on serait pas en finale ensemble. Tu sais, il y a l'impression qu'il y a un vrai truc de groupe, qu'il y a une vraie bataille qui se fait ensemble. Mais le Barça va pas se faire marcher dessus non plus. Je ne pense pas qu'il y aura un autre 4-1 ou une autre déculottée. Je pense que ça va être un match beaucoup plus serré. Mais une remontada, franchement, faut voir dans les semaines à venir comment le Barça va rebondir, comment le PSG va être. Mais voilà, mais une remontada maintenant, actuellement, je ne peux pas te dire oui. Si vous non. voulez mon avis sur la question, vous réécoutez le passage de Thomas et vous mettez tout à l'inverse. Voilà. Surtout que le Barça est beaucoup moins fort qu'en 2017. Je pense qu'il n'y en aura pas. Et là, on est d'accord. Mais c'est sûr, mais tu peux jamais savoir, c'est le football. C'est ma pensée. Mais si c'était écrit, il n'y aura pas de football. Si tu savais que dès maintenant qu'il n'y aura pas de remontada, bah, ça va le football. C'est le seul point sur lequel nous sommes d'accord. Moi, à mon avis, si le PSG est discipliné et s'y prend comme il faut, le 8-2 peut être battu. Ouais, d'accord, mais tu dis si le PSG est discipliné. J'espère vraiment qu'on ne va pas devoir ressortir cette vidéo. Non, mais il a dit si le PSG est discipliné. Mais quand est-ce tu connais le PSG, il faut au match à l'aller, au retour, t'as l'impression qu'ils savent plus comment jouer au football. Enfin, faut même dire que le PSG est discipliné, ils vont gagner. Là, ils ont pris comme ils avaient fait à Manchester, comme ils avaient fait face au Barça il y a 4 ans. Mais d'accord, mais Thomas. Cette annonce est terrible. Thomas, tu regardes 5 minutes. Là, j'attends trop match maintenant. Non, mais tu regardes 5 minutes. Non, mais tu regardes 5 minutes le niveau du Barça et lacunes du Barça. Il y a 4 ans, c'était pareil. Il y a 4 ans, ils n'avaient pas existé au Camp Nou. Alors pourtant, il y avait Neymar qui était encore à son prime. C'était au parc. Messi qui était encore à son prime. Enfin voilà. Suarez qui était un peu plus gros qu'avant, mais il était quand même très bon encore. Mais voilà, c'est juste que le PSG avait sorti ce parc-là. Le numéro 9 du Barça, c'est quand même Braithwaite. Non, mais voilà, mais c'est. Mais tu compares Suarez. Mais je compare pas. Là, c'est pas Braithwaite qui est le numéro 9 titulaire. Là. Il était dans le 11 de Non, mais ce que je te dis simplement, il est rentré en jeu d'ailleurs. Magnifique entrée en jeu. Oui, voilà. Mais c'est pas un joueur au niveau du Barça, on le sait. Mais là, je te dis juste qu'en fait, le Paris peut se. Je dis juste que par rapport à ce qui s'est passé avant, Paris est très bon au match aller et il fait des masterclass. Et au retour, peut totalement se liquéfier. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il y avait une remontada. Je dis que sur un match retour, Paris peut, je sais pas. 4 ans au Camp Nou, là. Se lever du pied droit le matin ou se lever du pied gauche, j'ai mal joué. Enfin, tout peut arriver dans le football, ce serait trop facile sinon. Mais c'est tout ce que je dis. Après, si le football était je suis d'accord, le football, c'est pas une science exacte. Mais après, quand je dis le 8-2, j'abuse peut-être un petit peu, mais honnêtement. Non, dis pas ça. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'à mon avis, le PSG, un PSG impliqué qui veut vraiment. C'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient impliqués. Non, mais en Ligue des Champions, l'avantage du PSG, c'est qu'en Ligue des Champions, le PSG est impliqué. En Ligue 1, il choisit ses matchs. En Ligue des Champions, non. Là, moi, je te dis simplement que ce PSG-là, avec potentiellement d'ailleurs le retour de Di Maria, qui sera forcément de retour d'ailleurs pour ce match-là, potentiellement. Il peut être de retour ce week-end déjà. Donc. Celui de Neymar. Donc, enfin. S'il y a tout le monde qui est là, il n'y a pas été suspendu pour Verratti et Paredes. Sur ça. Si le PSG est impliqué, oui, mais il y a le 6 ici, ça ne veut rien dire, mais on verra bien à la fin. Si et le 6, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Parc des Princes, le PSG sera largement favori, que de toute manière, le PSG est qualifié. Au Parc des Princes. Dans 100% des cas, c'est une équipe qui gagne 4-1 au match aller à l'extérieur et qui a été qualifiée dans 100% des cas. Je te dis, ce PSG peut balayer ce Barça au Parc des Princes. Voilà, moi je te le dis. Maintenant, on verra qui a raison, qui a tort. Il n'y aura pas de remontada, on est d'accord, mais pour moi, ils peuvent les balayer. On a dit, est-ce qu'il peut avoir une remontada? On a dit, c'est une remontada, non, mais le PSG peut se faire peur. Mais ils vont balayer le Barça, c'est aussi possible, parce que le PSG l'a fait une fois, il peut le faire 2 fois. Mais on a juste dit que là, enfin moi j'ai juste dit, j'ai pas dit on, parce que Arthur il n'a pas allé sur ce sujet, mais savoir ce qu'il dit d'ailleurs. Mais quand je dis je dis juste que le PSG peut se faire peur, mais ça veut pas dire qu'il y aura une remontada. Il y a une différence. Tu vois, c'est Adrien, il est parti dans un débat, alors qu'on n'a jamais dit qu'il y aurait une remontada, encore une fois. Tu vois, c'est. Mais ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il était d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas de remontada. Moi je te dis pas que le PSG va se faire peur, je te dis que le PSG peut les balayer. Voilà. Je pense qu'on a entendu ton propos, Adrien. Mais maintenant, on peut avoir l'avis du présentateur sur la question, parce que c'est un peu sa question. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on soit obligé de poser la question, quoi. C'est horrible, mais malheureusement, on a tellement été habitués à des scénarios complètement fous que, malheureusement, on est obligé de se poser la question. Maintenant, si tu me demandes aujourd'hui, j'ai envie de te dire que vu l'état du Barça, j'y crois pas une seconde. Mais j'y croyais pas une seconde contre Manchester, qui n'était pas
qui était du même niveau qui était encore ce pire que le Barça-là, Barça, ouais, qui était presque encore encore pire que le pire. Barça. Enfin, il y a match entre les deux, en tout C'était cas. mieux avec les 18. Hein. C'était mieux avec les 18. Mason Greenwood, Ouais, non, parce mais que ça, Mais c'est un ça, peu. c'est une légende urbaine. Ça. Il y avait des Ça, mecs. c'est une Mais légende. non, C'était pas les mais U18, non, c'était les remplaçants, c'était pas l'équipe type, mais mais non, c'était mais pas non, les mais quand U18. parce qu'en fait, je te parlais de Mason Greenwood qui était inconnu, qui avait joué. Tahiti Oui, Chong, oui. qui avait joué aussi. Oui, il était entré en jeu, il était pas titulaire. Ouais, bien sûr, je veux dire, c'était Mais les mecs. non, mais de toute façon, effectivement, dans les faits, on s'attendait absolument pas à ça. Et donc voilà. Après, il y a un avantage, c'est que. Enfin, non, je vais dire un avantage, c'est qu'il y a la VAR, mais du coup, non, contre Manchester, la VAR, elle avait pas été ça n'avait pas été une réussite. Mais bon, non, dans l'absolu, j'y crois pas. Mais malheureusement, le PSG nous a tellement appris à se méfier qu'on va être prudent jusqu'au bout et on va attendre pour célébrer cette année, quoi. Ouais, on va essayer d'être un peu plus calme et mesuré Ouais. que les années précédentes, quoi. D'ailleurs, c'est à noter, à part Idrissa Gueye qui a fait un petit tweet un peu amusant, enfin une petite vidéo, une petite photo, il y a eu très très peu de messages des joueurs du PSG, à part des messages de félicitations, bravo les gars, très bon match, etc. Aucun message de chambrage, etc. Donc ça prouve que, enfin après je sais pas si la com a été ficelée, etc. Peut-être, mais en tout cas ça prouve qu'ils ont réfléchi, ils ont appris de leurs erreurs et mine de rien, ça souligne quand même. Parce qu'après le 6-1, le 4-0 du coup du Parc contre le Barça en 2017, il s'est donné à cœur joie et on a eu le. Bah, t'avais vu la photo il y avait eu la photo de Rabiot et de Rabiot et Kurzawa, par Et de exemple. Kurzawa, ouais. au test anti-doping là, donc oui. Ouais. Donc voilà. Non mais c'était à souligner. Et du coup, donc l'autre sujet, on va quand même parler un petit peu de Mbappé, mais Mbappé et Messi, puisque forcément après la prestation de Mbappé exceptionnelle et celle de Messi presque fantomatique, rapidement les débats de savoir au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé et de Lionel Messi sont revenus. Lionel Messi qui a fait un contrat au Barça est beaucoup annoncé du côté du PSG. Inversement, Kylian Mbappé, dont le contrat fini en juin 2022, est annoncé sur le départ régulièrement avec des discussions pour une prolongation qui tardent. Et si le PSG veut s'offrir à Lionel Messi, grosso modo, il faut à peu près imaginer que ça passe par la vente de Kylian Mbappé, a priori. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, si on a le choix, est-ce qu'il vaut mieux prolonger Kylian Mbappé ou prendre Lionel Messi, Thomas, si tu avais le choix? Je pensais que parce que c'est peut-être le choix qui va. Après, peut-être que le choix va s'imposer, puisque si Mbappé refuse de prolonger, il n'y aura pas le choix. Mais s'il y a le choix. Je pensais que tu allais poser la question à Adrien, que je puisse dire l'inverse de ce qu'il allait dire. Du coup, tu es obligé de dire un truc que tu penses. Quoi. Du coup, je vais dire un truc. Bah là, il y a plusieurs questions qui se posent à ce moment-là. C'est que soit tu as Lionel Messi. Bon, bah, tu vois, après. T'as Lionel Messi qui est en 87, bon, il est assez vieux. T'as Mbappé qui on va être pas à l'apogée de sa carrière parce qu'il vient de commencer, mais il est déjà à l'apogée parce qu'il a tout gagné. Donc c'est compliqué. Mais il faut te dire, soit tu vires Mbappé à un prix réduit parce que malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, le Real Madrid, à part peut-être Liverpool, mais Liverpool avec le Fenway Group, là jamais mettront 250 millions sur Mbappé. Donc tu n'auras jamais le prix que tu veux. Tu vas forcément faire un compromis, c'est-à-dire le vendre à, je sais pas, pas des clopinettes parce que ça reste une somme considérable, mais 150 millions d'euros pour Mbappé que tu as acheté 180 millions d'euros il y a 4 ans maintenant, et bon, on va dire qu'il y avait le prêt, donc on va dire 3 ans, mais bon, c'était il y a 4 ans qu'il est venu, bah, c'est pas le prix qu'il vaut aujourd'hui. Enfin, entre-temps, il a été champion du monde, là, il montre que c'est un joueur qui peut marquer dans les grands matchs, même s'il a eu du mal ces derniers temps, qui peut faire la décision. De l'autre côté, tu as Lionel Messi qui fait moins d'efforts qu'avant. Qui est moins décis, même s'il a quelques éclairs de génie. Bah, un génie reste un génie toute sa vie, donc il a quelques éclairs de génie, mais c'est moins probant, on va dire, qu'avant. Et il est en fin de carrière, donc c'est compliqué. Là, le truc qui était important ou intéressant pour le PSG, c'était de pouvoir faire un nouveau trio infernal en faisant faire venir Messi, en prolongeant Neymar, qui est quasiment fait apparemment pour 4 ans, et Mbappé avec une chance de lui dire, bah tiens, on fait venir un jour, tu voulais un projet gagnant, bah t'as Lionel Messi qui est là, bah, pas le synonyme de la gagne parce qu'il a beaucoup perdu dans sa carrière, mais voilà, qui a montré qu'il peut gagner. Donc là, on peut peut-être prolonger. Mais là, s'il faut s'il faut dégager Mbappé à un prix réduit pour faire venir Messi, qui, ça se trouve, partira dans 2 ans parce qu'il veut vivre une expérience en Amérique du Nord, en MLS, bah, tu as peut-être tout perdu. Parce que c'est-à-dire que dans 2 ans, tu n'as plus Messi, tu n'as plus Mbappé, parce qu'il sera parti cet été-là. Et après, tu fais quoi? Après, Neymar, s'il voit que Messi se bat, il va peut-être dire, bah, c'est peut-être mon moment aussi. Qu'est-ce que tu fais après derrière? Non, mais il a prolongé avant, mais je dirais, il n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin de son contrat aussi, Neymar. Même s'il prolonge jusqu'en 2025, il va peut-être pas jouer en 2025 au PSG, il va peut-être partir avant. 2026, ça part.
Oui, 25, t'as compris. 25, 26, c'est pareil. On dirait peut-être pas aller jusqu'au bout de son contrat. Il peut aussi partir avant. C'est le principe d'un transfert. Donc, du coup, voilà, c'est une question qu'il faut se poser. En fait, moi, si j'ai été directeur sportif PSG à la place de Leonardo, je vois avec le club Mbappé, parce que les discussions, t'as l'impression que ça fait 3 ans qu'ils discutent, hein, mais il n'y a rien qui avance. Donc, au bout d'un moment, il faut que Mbappé il tranche. Hein. C'est soit Il est en pleine réflexion, là. visiblement. Oui, bah, il a sa réflexion. Il a dit le même discours depuis 2017. Là, donc, il n'a pas de réflexion. Au bout d'un moment, il va falloir trancher. Donc, c'est soit Mbappé accepte de faire son projet gagnant au PSG. Et dans ce cas-là, le PSG trouve un moyen, un montage financier par rapport à machin pour faire venir Messi. Mais moi, si j'étais à la place de Leonardo, même si j'adore Messi, que c'est un de mes joueurs préférés, que c'est un des meilleurs joueurs du monde, actuellement, c'est compliqué pour moi de me dire bah, je vois Mbappé à un prix beaucoup moins important pour faire venir Messi et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve avec Messi. Il peut très bien se péter dans 3 semaines, il peut très bien se péter au mois de septembre et après, j'ai un con. Quoi. Voilà, pour moi, il faudrait prendre les deux, mais c'est totalement utopique. On n'est pas dans FIFA, on n'est pas dans Football Manager. Et sinon, essayer de plonger Mbappé. Mais là, on s'en revient même. Si Mbappé continue à faire sa diva et qu'au mois de mi-avril et début mai, toujours pas de réponse, au bout d'un moment, je suis le PSG, je monte France. Le genre ne me respecte pas, on va dire respecte pas l'entité, continue à laisser traîner la chose. Bah, je le dégage. Et dans ce cas-là, oui. Mais il faut que Mbappé veut dire qu'il faut qu'il parle maintenant. Sinon, après, au bout d'un moment, ça va être trop tard. Et à la place de Leonardo, si Mbappé continue à me faire tourner en rond comme un con, bah là, je dégage la fin de l'année et là, je fais venir Messi. Mais il faut avoir la possibilité de faire venir Messi parce qu'il y a Manchester City à côté. Et Oui, là, aussi. ils ont de l'argent. Et là, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils peuvent venir assez rapidement. Du coup. Mais il y a un exemple un peu similaire avec, avec la Juventus qui a pris Cristiano Ronaldo, qui avait, quand il signe, il devait avoir. C'est un 85 ici en 2018, 33 ans. Bah voilà, donc c'est comme Messi aujourd'hui. Bon, après, eux, ils sacrifient pas, enfin, sacrifient entre guillemets, c'est toujours un peu excessif comme terme, mais ils vendent pas un de leurs meilleurs joueurs pour faire venir Cristiano Ronaldo, mais ils misent, disons, sur un projet très court-termiste en prenant un Cristiano Ronaldo qui, bon, toujours aussi fort soit-il, était mine de rien quand même un peu sur le déclin. Forcément, à 33 ans, tout joueur décline un petit peu, même Sauf Zlatan. Pour gagner, mais c'était pour gagner avec des champions parce qu'il venait mais voilà, mais ça a été un échec. Ouais, bah oui, ça a été un échec, puisqu'ils sont même mais allés moins loin que Ronaldo, que les années. Paratici, c'est pas gérer une équipe. Non, mais dans les faits, ils ont pris Ronaldo pour ça, donc forcément, tu as un salaire démentiel, donc ça empiète aussi sur le reste du recrutement, etc. Et bon, après, ils ont gagné un champion, ils ont gagné le championnat, mais ils n'ont pas gagné les champions. Ils sont même pas retournés en finale, alors qu'avant ils y étaient. Donc mine de rien, évidemment, c'est pas la faute de Cristiano Ronaldo, mais le projet global a échoué. Donc c'est peut-être aussi une indication pour le PSG. Je sais pas ce que tu en penses, Adrien. Et pour moi, le débat, il ne doit même pas exister. Hein. Enfin, Messi, en faisant partir Mbappé, c'est non. Voilà, je vois même pas où est le débat. Enfin, j'étais pas loin, hein, c'est pas mal. Hein. Pour une fois, ça. Non, mais en fait, je vais te dire, pour moi, je vois pas comment Mbappé, à l'heure actuelle, peut ne pas prolonger au PSG. En fait, la conjoncture, à mon sens, le pousse à prolonger au PSG. Il y a des articles qui sortent en Espagne à peu près tous les jours pour t'expliquer que le Real va miser sur Haaland l'été prochain, parce que justement, Erling Haaland coûtera toujours moins cher qu'Mbappé. On parle d'une opération à 90 millions d'euros à peu près. Le Real a cet argent. Avec un salaire moins cher aussi. Et un salaire moins cher. Ils n'ont pas 150 millions d'euros à mettre, c'est d'après le média ABC, ils n'ont pas 150 millions d'euros à mettre sur Mbappé en partant du principe que le prix serait de 150 millions d'euros, ce qui n'est pas garanti, puisque ça parle aussi de 200 millions d'euros, même un an de la fin du contrat, et qui n'ont pas, le Parisien qui a dit ça, voilà, et ils n'ont pas les moyens de lui verser un salaire de 35 millions d'euros bruts par an sur 6 ans. Ils n'ont pas les moyens à l'heure actuelle. Le Real Madrid n'a pas les moyens de le payer. Liverpool n'a pas les moyens ne lâchera pas la somme. Ils peuvent, mais voilà, ils vont pas le faire, mais ils peuvent largement le payer. Il faudrait qu'ils vendent la 3 devant. Donc, probablement Salah, mais qui peut s'acheter Salah, donc c'est pareil. Ils vont le vendre à qui dans un contexte où l'économie mondiale est en berne à cause du Covid. Donc, pour moi, la situation Mbappé, elle est très simple. Il prolongera son contrat. Mais le problème, c'est que s'il ne prolonge pas, il peut très bien dire moi, je ne prolonge pas et partir libre en 2022, par exemple. Il est attaché à son image. Non, mais contrairement à ce qu'on croit, Mbappé, c'est pas un mec qui est. C'est pas ce que je dis. Hein.
Même lui le dit. C'est un mec qui est, comment on appelle ça, qui apprécie le maillot. Pourquoi vous rigolez? Non, mais parce que j'ai pas critiqué l'image de Mbappé. Non, Je mais disais ce que juste je veux que dire, c'est que ça fait non, partie des options, finalement. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, il a même dit l'autre jour, c'est un mec qui apprécie vraiment le PSG. Il a dit, il tient à ce maillot. Donc, Ouais, c'est mais pas regarde, un Il veut un projet contre-exemple, sur le long terme aussi, il a dit. tu peux très bien tenir à ce maillot, mais au bout d'un moment, tu te dis que bah, peut-être qu'il faut passer à autre chose Oui, et aller au bout de son contrat parce que tu n'as pas de congé et parce que tu veux aller au bout de l'aventure. Bah, à la bas, on va dire, c'est pas pareil parce que c'est un autre truc, mais il adore le Bayern Munich, le Bayern Munich l'adore. Il va partir gratuitement aussi à la fin de son contrat. Donc, il y en a plein qui partent à la fin de leur contrat. Sergio Ramos d'accord. aussi qui va partir Oui, non, pareil. mais C'est pas ce qui me bat le PSG, c'est juste qu'il. Au bout oui, d'un non, moment, mais là, tu es différent. Là, tu es avec. Ah, mais attends, Mbappé il est très bien conscient de sa valeur. Ce que je veux simplement dire, c'est que Mbappé qui partirait libre du PSG, déjà rien qu'en termes d'image, pour lui, ce serait pas forcément ouf. Et ce que je veux dire, c'est qu'il mettra jamais un coup dans le dos à son club. Je ne le vois pas faire ça. Il va pas faire une Rabiot au PSG. Moi, je te dis, et c'est ce que d'ailleurs l'équipe a annoncé d'ailleurs avant-hier. Ils expliquaient justement que Mbappé commençait à s'ouvrir à la possibilité de prolonger son contrat, du coup, pour rester 1 an ou 2 de plus, ce qui nous emmène du coup à 2023. J'espère quand même que le Covid sera résolu d'ici 2023 si on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, à ce moment-là, il y aura eu une embellie sur le plan économique. Ça l'amène à ses 24 ans, du coup. Je pars du Ouais. PSG à 24 ans. Ça va. Et à mon avis, ça finira comme ça. Sachant que ça expliquait que Mbappé était pleinement conscient du contexte. Donc maintenant, partant de ce postulat-là, partant de la conjoncture économique, parce que c'est comme Neymar. On peut faire 20 000 débats sur Neymar. Neymar va-t-il prolonger? Neymar va-t-il machin? Il n'y a personne qui peut se le payer. Donc, voilà. Mbappé, c'est pareil. Je reprends la déclaration de Leonardo qu'il avait sorti il y a 1 an et demi. Tout le monde veut, mais personne ne peut. Bah, c'est plus vrai que jamais. Donc, pour moi, le débat est clos. Maintenant, la question, c'est est-ce que, ayant Mbappé et Neymar dans ton effectif, tu dois prendre Messi? Parce que ça, c'est pas impossible d'après des économistes qui ont été interrogés. C'est un papier dans France Football de cette semaine, d'ailleurs, de cette semaine du samedi 20 février, voilà, où il est expliqué dedans que c'est Pierre Rondeau qui parle, qui dit qu'il peut très bien venir par le biais d'un montage financier, à savoir par exemple être rémunéré par le biais d'une association, etc., d'une fondation, avoir par exemple, s'il a investi dans un club de MLS comme David Beckham à l'époque, qui a investi à Miami, le PSG a pris des parts. Il y a des trucs comme ça, donc ça peut très bien se maquiller de la sorte, mettre Messi au minimum, mais qu'il soit payé à côté par un sponsor qatari ou tout ce qu'on veut. Donc, sur papier, c'est faisable. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Là, pour moi, c'est le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas de L'intérêt dire... sportif, ça va. Pardon? Il y a l'intérêt sportif aussi. L'intérêt sportif, de toute façon, l'intérêt sportif de Messi est de se barrer du FC Barcelone. Oui, mais l'intérêt sportif pour le PSG, je veux dire. C'est ça. Et là, j'ai plus de réserve. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça me fait rire parce que je pense à toutes les déclats qu'on voit des candidats à la présidentielle. Oui, mais s'il veut rester au Barça, il veut le projet gagnant, machin. Et là, t'as Adrien qui dit bah, l'intérêt sportif de Messi, c'est barré du Barça. Adrien, il a refroidi Joan Laporta en 2 secondes. Non, mais excusez-moi, mais Messi, Non, mais ils ont c'est- même réussi. Non, mais attends, le Barça, Mais quand de toute même. façon, c'est pas un secret, il voulait se barrer déjà cet été. Il l'a C'est dit, ça. Non, donc, mais ce que je veux dire, c'est que honnêtement, il est pas stupide, Messi. Il est pleinement conscient, à mon avis, que le Barça lui a flingué sa fin de carrière. Donc, à un moment donné, Bon, après, il lui a aussi permis de réussir une grande partie de sa oui, carrière. mais je veux dire, oui, non, mais je veux dire, quand tu as le meilleur joueur du monde, enfin, putain, je crée un débat si je dis ça. Quand tu as un des meilleurs joueurs du monde, peut-être même pour certains le meilleur joueur de tous les temps, voilà, Ah, bah là, tu crées encore plus un débat, quoi. Mais non, j'ai dit peut-être même. Ah Ah, oui. J'ai dit t'as peut-être. la brigade Maradona et Pelé qui va débarquer là, tu vois. Oublie pas la brigade CR7. Non, mais ce que je veux Ah ouais, dire, merde. quand tu as ce joueur-là et que tu réussis à avoir une gestion de merde comme Bartomeu et que tu réussis derrière à te prendre remontada sur remontada, un 8-2 et à total, c'est quand même très fort d'avoir niqué la fin de carrière de Messi de la sorte. Mais bon, bref, tout ça pour dire que l'intérêt sportif de Messi, pour moi, c'est de se barrer, de trouver un point de chute. Est-ce que le PSG, à ses yeux, peut être un point de chute crédible pour gagner des titres et tout ce que tu veux, mais par contre, être une forme de numéro 2 et demi, voire numéro 3, derrière, en fait, je viens aider je viens aider Neymar et Mbappé. Lui, il peut trouver son intérêt. Maintenant, est-ce que l'intérêt du PSG est là? C'est notre question. Moi, à mon sens, je suis très attaché à l'aspect marketing des clubs, il faut le savoir.
L'image que renvoient les clubs, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et là, je vois Thomas qui lâche un grand sourire, parce que j'aime beaucoup le maillot force, il faut le savoir. Mais voilà, je suis très attaché à l'image que renvoient les clubs. Et effectivement, le fait d'avoir Messi, Neymar, Mbappé, ça aurait de la gueule. Et clairement, moi, ça me ferait kiffer. Maintenant, si on devient intelligent 5 minutes et qu'on commence à réfléchir au-delà de ça, est-ce que sportivement, quand tu as d'autres lacunes dans l'effectif, c'est forcément une bonne idée? Moi, je suis pas certain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, surtout que, bon, même sur l'aspect Tu es d'accord avec moi sur ta marketing, non, pas sur ça. Ah, Non, non. Non, ça, je T'es le tout seul, trouve là, immonde. Je le t'es tout trouve seul. immonde, mais je comprends pourquoi il a été fait. Voilà, on va pas relancer un débat. j'en dis moins. Mais, mais sur Messi, non, en plus, l'intérêt marketing, forcément, il existe avec Messi. Mais quand tu as déjà Neymar et Mbappé, finalement, bon, tu es déjà quand même très très bien loti déjà. Mais après, sur l'aspect sportif, ouais, je te rejoins, je suis pas méga convaincu que En fait, ce tout soit. Messi qu'il est, la priorité du PSG à l'heure actuelle, c'est quoi? Son attaque au Des PSG, elle est latéraux. carrée. Ah bah Il y a oui, des c'est ça, il latéraux, faut des latéraux, un gros milieu à la limite, si c'est possible. voilà. Mais pourtant, le PSG cherche partout, sauf aux endroits où il a besoin. Là, tu vois des noms, genre Raphaël Varane, Sergio Ramos, machin. T'as Et Kimpembe, puis Marquinhos, après, je vois pas pourquoi tu cherches. tu as quand même Et l'équipe après, et puis tu as l'équipe qui t'explique qu'apparemment Florenzi, ils le prennent en fin de saison, mais en guise de titulaire. Et ça, excusez-moi, mais moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je dis un truc pareil. Non, Oui, mais après ah bah oui, ils disent qu'ils chercheront un autre latéral. Mais ouais, parce qu'en fait, ils veulent dégager Dagba parce que Dagba plaît pas à Leonardo. Moi, je trouve ça très très étrange. Vraiment, j'étais extrêmement surpris par cette nouvelle. Mais mais la tête de Thomas, c'est horrible. non, parce que on parle que de Dagba, mais il y a aussi le bon Thilo Kehrer aussi, on n'en parle pas. 37 Non, mais millions de toute façon, d'euros. Pochettino, je crois qu'il veut pas trop l'utiliser. Il est pas vraiment convaincu par Kehrer au poste de latéral droit, en tout cas. encore une Bah, grosse surprise. dans l'effectif même, parce que même derrière, que ce Oui, soit dans l'axe ou à droite. après ça fait une doublure correcte en défense centrale pour la Ah Ligue ouais, 1. parce Voilà. que t'as Diallo Effectivement, aussi, quand tu arrives en Ligue t'as des trop de Champions, c'est dossiers. compliqué. Pour moi, c'est une T'as trop de excellente dossiers doublure pour les compliqués. U19, mais après, ça s'arrête là. Non, Diallo, en revanche, je trouve qu'il revenait pas mal. Il Ouais, avait revient fait pas mal, Diallo, quelques mais prestations intéressantes en début de saison. non, mais il y a trop de Diallo, il y a dossiers rien à dire. compliqués là. Il y a trop de dossiers compliqués à gérer là. Non, après, Non, mais il donc n'a du pas la coup, carrière. quand tu vois qu'il y a plusieurs chantiers dans l'effectif qui arrivent, est-ce que le moment est vraiment venu de mettre autant sur Messi? Alors après, si jamais Messi est payé au minimum syndical à 3500 balles et que c'est pris en charge par une fondation via un montage financier, alors à partir de là, clairement, l'UEFA va détester le PSG. Mais C'est déjà pas très. oui, Les donc relations sont pas cordiales déjà. non, mais ce que je veux dire, c'est simplement, voilà, et puis même en termes de cohérence sportive, Oui, mais c'est ça le problème. voilà, est-ce que ça aurait vraiment du sens en termes de cohérence sportive? Enfin voilà, moi, marketingement, clairement, ça fait kiffer. Ça, c'est certain, mais pour moi, la Ah priorité des bah oui, priorités. En fait, Moi, vraiment, la priorité le absolue débat sur maintenant, Messi, là, à l'heure actuelle, c'est tu prolonges Mbappé. Je ne dis pas Neymar, vu que c'est fait. a priori, c'est fait. Oui. Voilà, donc maintenant, Mbappé doit être la priorité absolue. En fait, vraiment, le débat sur Messi, c'est partagé entre limite le cœur du supporter qui adorerait voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec le maillot du PSG et un peu la raison de l'observateur qui se dit que bon, est-ce que sportivement il y a un vrai intérêt à Messi? Donc c'est un peu compliqué. Après, C'est lui Leonardo. qui a la raison, c'est l'histoire de la vie. Ah, Hein. c'est ça, ouais. C'est beau ce que tu dis. Vraiment, mais bon, on pense que Leonardo va plutôt utiliser la raison que le cœur, a priori. C'est pas dans son genre de faire dans les sentiments. Non, parce que ce qu'il disait au CFC, quand il avait dit, on lui avait posé la question sur Messi, il dit, putain, Messi libre quand même, quoi, tu vois. C'est ça que il est très fort dans la com. Après, après, il a raison. Quand tu as un joueur comme ça, tu es obligé de tenter une approche. Mais c'est pas dire que tu vas aller au bout. Là, quand il parle de Messi dans la presse, voilà, c'est aussi malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on est. C'est aussi, il y avait le Barça qui arrivait. C'est une façon d'un peu pas de se venger, mais de rendre un peu la monnaie de la pièce de ce qui s'est passé du Barça par rapport au PSG avant avec Verratti, Di Maria, Neymar plus récemment en 2019. On se souvient de ce qui s'est passé. Il y a Marquinhos, il y a eu aussi Thiago Silva plutôt. Voilà, il y en a eu plein déjà. Il y en a eu plein dans les joueurs dans la presse qui ont été. Il y en a eu plein de joueurs dans la presse qui ont été annoncés au Barça. Donc c'était un peu, voilà, le revers de la médaille, on va dire. Mais si Leonardo, je veux dire, t'es directeur sportif de n'importe, t'es directeur sportif d'un top club. À part si t'es, je sais pas, le Real Madrid, parce que bon, le Real Madrid, ça c'est un peu chaud de faire venir Messi. À part si t'es un club qui est en galère financièrement parlant, comme je sais pas, le Barça. Par exemple, Barça, Barça, ils peuvent pas recruter Messi, c'est pas possible. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire.
Comme l'Inter, par exemple. Mais donc, les seuls clubs qui peuvent, malheureusement, c'est des super puissances. Donc, Liverpool, il n'y a aucun intérêt pour eux de faire venir Messi, c'est pas le cas. Donc, c'est quoi? Il reste quoi? Il reste Manchester City, le PSG. Et Manchester City, PSG, en plus, pas forcément. Le lien est tout fait, hein, avec Neymar à Paris et Pep Guardiola à Manchester City, c'est facile. Mais Messi, c'est les grands amours de Messi, et va retourner là-bas. Et malheureusement, il faut aussi prendre en compte le fait que ça fait parler. Et au final, il peut très bien que le mec prolonge aussi au Barça. Il suffit qu'il y a Laporta va lui remonter le cerveau. Il suffit que Laporta soit élu Possible. et c'est parti. Il sera élu, Laporta. Les deux pitres à côté. Non, mais c'est des pitres, les deux autres à côté. Oui, Donc c'est pour ça. En fait, à mon avis, non, mais c'est vrai, c'est des pitres. Donc à mon avis, au final, ça va se terminer comme ça. C'est qu'il va prolonger au Barça avec un projet qu'on va lui vendre qui va pas pouvoir être fait parce qu'ils ont plus, je sais pas combien de millions de dettes si on parle de milliards. Ils étaient c'est en milliards chez eux. Ils étaient à 2 doigts de la banqueroute au mois de novembre. Et là, on va lui proposer Erling Haaland et David Alaba avec Jules Koundé apparemment. Donc, ok, très bien. Mais voilà, on va lui vendre un projet qui est impossible à réaliser. Il va prolonger, il va dire ah, mais tu es un peu con. Et voilà, c'est tout. Ça va se passer comme ça. Ou sinon, il va se barrer à City. Il baissera la tête pendant 2 années supplémentaires avant de se tirer. Voilà. Et en parlant de baisser de tête, il n'y a rien à voir, mais j'ai vu Cristiano Ronaldo baisser la tête face à Porto. Et c'était la première fois que ça arrivait. Bizarrement. Voilà, on parle de ça. A priori, Cristiano Ronaldo. Grosse anecdote là. Non, mais c'est une belle anecdote. Non, mais d'ailleurs, on va même finir là-dessus, je pense. Parce qu'on parle toujours de Messi qui baisse tête et Ronaldo qui arrange ses supporters, ses coéquipiers. Et là, face à Porto et Moussa Maraga, il a baissé la tête. Bizarre. Ah, bah, écoute, voilà, mais je pense que c'est bien de finir sur cette anecdote. Parce que de toute façon, on a une heure plus, donc c'est très bien, on a une heure. Donc parfait, voilà. Du coup, on va finir là-dessus. On va rester là pour cette semaine et pour cette première, cette première en vidéo. Vraie discussion. Oui, du coup, c'était vraiment ça. Excellent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les JT que vous pouvez suivre sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram, le comptoir by le Disport. Et sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube du Disport, vous pouvez retrouver les JT et les débats aussi. Donc nous, vous nous retrouvez pour les JT du lundi au jeudi dès la semaine prochaine, encore une fois. Et on se retrouve pour le débat en fin de semaine prochaine, vendredi ou samedi comme cette fois. On aura encore beaucoup de choses à dire puisque le PSG reçoit l'AS Monaco dimanche soir. Un gros choc pour la Ligue 1 après une petite semaine de repos qui fera du bien à tout le monde. Et nous, on se retrouve du coup dès la semaine prochaine. Merci à tous les deux et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.